Tout a commencé en 1895 avec la découverte des rayons X par l'Allemand Wilhelm Conrad Röntgen. De manière complètement fortuite, il s'aperçoit qu'en accélérant des électrons vers une cible métallique, au travers du tube de Crookes, il y avait production d'un rayonnement invisible, les rayons X. En explorant ce rayonnement, il se rend compte que, grâce à ces rayons, il peut voir à travers les objets et même à l'intérieur du corps humain. Dès 1896, des scientifiques du monde entier reproduisent cette expérience. Les rayons X, produits par le tube de Crookes, viennent imprimer une plaque photographique ou un écran fluorescent. C'est notamment le cas du docteur Antoine Bécler qui installe un appareil de radioscopie à ses frais dans l'hôpital Tenon à Paris. Il va alors faire le premier dépistage de la tuberculose pulmonaire à l'aide des rayons X. La Première Guerre mondiale va venir installer cette nouvelle discipline, la radiologie, avec les petites curies. Après avoir découvert les dangers des rayons X, le tube à rayons X va recevoir des améliorations. C'est ainsi qu'en 1950, le tube est recouvert d'une enveloppe plombée. Puis, par la suite, nous voyons arriver les pupitres de commande qui permettent de se protéger derrière un écran. Un paravent plombé. Mais alors, aujourd'hui, de quoi est composé un tube à rayons X? Pour commencer, nous allons retrouver une cathode, qui est composée d'un ou deux filaments, spiralés en tungstène, maintenus dans une pièce en molybdène. Cette partie va permettre de focaliser les électrons, qui seront produits par les filaments, vers l'anode que nous verrons ensuite. Si le tube contient deux foyers, deux filaments, alors ceux-ci seront placés soit en ligne, soit en parallèle comme c'est le cas du tube présenté ici. Ensuite, nous allons retrouver une anode. C'est à partir de celle-ci que les rayons X seront émis. Il existe des tubes à anode fixe, et d'autres à anode tournante, comme présenté sur ce modèle. Les tubes à anode tournante vont permettre d'avoir une plus forte puissance. L'anode est constituée de deux parties. Une partie centrale en molybdène et en graphite. Le graphite permet une meilleure dissipation de la chaleur produite. L'autre partie est inclinée. Elle est composée de tungstène et rhénium. Ces matériaux permettent de résister à des températures de l'ordre de 3150 degrés Celsius. Suivant la disposition des foyers, elle peut présenter une ou deux pistes. C'est sur cette partie de l'anode que seront produits les rayons X. Généralement, l'anode mesure entre 10 et 12 cm de diamètre. L'anode tournante est fixée à un rotor qui permet sa rotation. Elle va tourner entre 9000 et 17000 tours par minute. La rotation de l'anode va permettre un meilleur refroidissement et ainsi réduire son usure. Enfin, une enceinte en verre étanche vient envelopper le tout. Cette enceinte est sous vide poussé, entre 10 puissance -4 et 10 puissance -6 mm de mercure. Comment fonctionne le tube à rayons X? Au niveau du pupitre de commande, nous retrouvons divers réglages possibles dont certains vont avoir une influence sur le tube à rayons X. Le réglage du foyer, des kilovolts, et des masses. Le choix du foyer d'émission est le premier point important des réglages à appliquer. Le petit filament, également appelé petit foyer, a une taille entre 0,1 et 0,6 mm de côté. Il est bridé à 200 mA. Le plus gros, également appelé gros foyer, lui, mesure entre 1 et 1,8 mm de côté et supporte plus de 200 mA. Ainsi, suivant le nombre de masses que nous souhaitons paramétrer par la suite, il est impératif de choisir le bon foyer. Principalement, le petit foyer va être utilisé en radiologie osseuse, alors que le gros foyer va être utilisé en radiologie digestive et urinaire. Ensuite, les masses que nous allons régler sur le pupitre de commande vont avoir un impact sur l'intensité du courant électrique qui va être appliqué aux bornes du filament et la durée d'application. On va donc différencier les milliampères, mA, des secondes, s. En effet, les masses sont le produit de ces deux facteurs. Mais concrètement, que se passe-t-il?
En appliquant un courant électrique aux bornes du filament. Celui-ci va se mettre à chauffer. Et par effet thermoionique. À produire des électrons. Plus les milliampères sont élevés et plus il y aura d'électrons produits. De même, plus la durée est longue, et plus les électrons sont nombreux. Ensuite, les kV paramétrés vont permettre d'appliquer une haute tension entre les bornes du tube. Et ainsi, mettre les électrons en mouvement, par polarité. La différence de potentiel. Les électrons sont alors dirigés vers l'anode. Plus les kV seront élevés et plus la vitesse des électrons va être importante. En arrivant au contact de l'anode, les électrons vont venir interagir avec les atomes de celle-ci, c'est comme cela que sont produits les rayons X. En effet, les électrons, en passant au niveau du champ électrostatique des atomes de l'anode, vont être déviés et ralentis. La perte d'énergie cinétique va être transformée en rayonnement, c'est-à-dire en émission de photons. C'est ce que l'on appelle l'effet de freinage.